Bonjour. Donc, Jean-François Rémy, donc je suis anatomopathologiste et biologiste moléculaire, et donc je vais vous parler des gystes j'essaye de ne pas dépasser une demi-heure, c'est ça l'objectif? Oui. Oui. Bon. Donc, les gystes, hein, vous en avez déjà entendu parler, c'était une nouveauté dans les années 2000, mais ça y est, maintenant tout le monde connaît. Bon, ça a été globalement, effectivement, réinventé réellement en 1998, où il y a eu un beau papier dans Science mettant en évidence des mutations de kits qui ont permis vraiment de définir les gystes et de dire voilà ce que c'est. Donc, c'est des tumeurs qui sont sur la paroi du tractus digestif, n'importe où sur le tractus, hein, depuis l'œsophage jusqu'au rectum. Et puis, c'est une prolifération de cellules mésenchymateuses. En gros, ce n'est pas du carcinome, ce n'est pas du lymphome. Il y a une expression quasi constante de KIT et des mutations très fréquentes de KIT ou PDGFRA, on va le voir dans ce qui suit. Et c'était une tumeur assez intéressante en soi. C'était les débuts des thérapies ciblées sur les tumeurs solides. Et effectivement, il s'est passé que 3 ans entre la découverte du gène incriminé et du premier traitement, ce qui était quand même assez record à l'époque pour aller dans les thérapies ciblées. Alors, l'origine cellulaire, hein, ce sont des cellules. Vous voyez sur cette diapo, on est dans une musculeuse digestive. Tout ce qui est négatif en haut et en bas, c'est des cellules musculaires. Ce que vous avez ici, c'est les plexus nerveux. Et vous voyez, c'est ni du muscle ni du nerf. En fait, c'est des cellules qui sont plutôt autour des plexus nerveux, puis qui vont s'infiltrer. C'est ce qui est marqué en marron là. Hein, c'est qui vont s'infiltrer un petit peu entre les cellules musculaires. Et c'est des cellules qui ont une activité électrique spontanée, qui sont considérées comme importantes dans le péristaltisme, puisqu'elles vont déclencher des ondes électriques régulières et donc probablement favoriser le péristaltisme normal du tube digestif. Donc ni du muscle ni du nerf, mais mésenchymateux quand même, Cajal étant un ancien prix Nobel. Au niveau épidémiologique, ce sont les sarcomes parmi les plus fréquents. Il y avait une étude française par Cassier qui avait été faite en 2010, et puis ça a été revu dans le réseau sarcome de relecture systématique. Vous voyez, par rapport à l'ensemble des sarcomes, c'est entre 14 et 18% parmi l'ensemble des sarcomes. Et puis pour les sarcomes extra-osseux, c'est bien sûr un peu plus fréquent. On estime qu'en France, il y a à peu près 1 millier de nouveaux cas. Alors, c'est difficile parce qu'il y a des microgystes. Hein. Vous savez que sur des séries autopsiques, on peut avoir des gystes de très petite taille, mais disons 1 millier de nouveaux cas de plus de 1 ou 2 cm de lésions qu'on peut effectivement voir sans aller découper en microns les patients, donc chaque année. L'âge, c'est à peu près l'âge de la retraite, hein, même si ça varie suivant les moments, mais vous voyez à peu près entre 60 et 70, vous voyez un pic de fréquence. Il y a quelques gystes pédiatriques, on y reviendra un petit peu, mais globalement c'est à peu près ça. Et puis il y a des patients très, très âgés également avec des gystes. À peu près même fréquence entre hommes et femmes. Les localisations, ces chiffres sont encore à peu près valables. Hein. C'était déjà une grosse série. Donc c'est principalement l'estomac, grosso modo 60%. Ensuite c'est l'intestin grêle, grosso modo 30%. Et puis ensuite ça peut être n'importe où, y compris éventuellement le rétropéritoine. Mais bon, c'est quand même principalement intrapéritonéal. Ce qui est important, c'est que ça apparaît pas sur cette diapo très bien. Voilà, de temps en temps, oui, ici quand même, vous voyez qu'il y a du pelvis et de l'abdomen. Qu'est-ce que c'est? De temps en temps, les tumeurs sont tellement grosses que finalement ni le radiologue, ni le chirurgien, ni même la napathe sont capables de dire d'où elles viennent. Elles font 40 cm, elles sont dans l'abdomen, enfin on a l'impression. Et donc effectivement l'organe d'origine n'est pas identifiable parce que ça peut être des tumeurs extrêmement volumineuses. Alors ces photos macroscopiques, hein, je suis un napathe, on a macroscopie, microscopie, je garde toujours les mêmes parce qu'elles sont assez emblématiques de l'attitude thérapeutique. Pour une gyste gastrique, vous voyez, c'est une énorme tumeur. C'est assez banal finalement parce que c'est des tumeurs qui sont relativement peu symptomatiques. Et vous voyez que la petite capsule d'estomac qui a été enlevée est ridicule. Ce sont des tumeurs qui ne métastasent pas dans les ganglions. On verra, il y a de rares exceptions. Mais donc la résection n'est pas avec curage ganglionnaire, et donc par rapport à des tumeurs gastriques carcinomes beaucoup plus petites, vous voyez que la résection peut être chirurgicalement complètement différente.
Donc ça, c'est un premier point. Après, effectivement, quand on parle d'effraction capsulaire, vous voyez que ce n'est pas toujours facile, mais globalement, on a quand même l'impression que la surface est assez lisse. Et ici, je dirais que sur cette lésion-là, on n'a pas d'effraction capsulaire. Vous verrez que c'est un critère qui est quand même important pour le pronostic des patients. Et puis, par rapport à cette petite résection segmentaire de grêle, même chose, les ganglions, on s'en moque. Et vous voyez que la tumeur ici a poussé principalement sur la partie externe, et donc a priori peu symptomatique, pas de saignement digestif, pas d'occlusion. Et donc effectivement, c'est pour ça que c'est des tumeurs qui peuvent pousser de façon assez importante avant d'être symptomatiques. Alors, au moment du diagnostic, hein, il y a à peu près 10% des gystes qui sont déjà métastatiques. Il y en a qui sont un petit peu trop avancés pour être opérables. Et puis la plupart des tumeurs des gystes sont résécables, même quand elles sont énormes. Après, effectivement, vous avez vu avec Bérénice la sarcomatose. De temps en temps, la sarcomatose est difficilement visible. Et vous avez ici un patient qui, a priori, n'aurait pas dû être opéré. Il n'y a pas de raison, hein, quand on a... Mais les nodules étaient relativement petits et ce n'est pas toujours facile à voir sur cet épiplon de voir tous ces nodules. Alors, la dissémination des gystes, c'est aussi l'intérêt de cette photo, c'est qu'elle est principalement péritonéale et hépatique. Et ça commence pratiquement toujours par le péritoine et ou le foie. Et c'est dans un second temps que ça va partir ailleurs. Alors au niveau histologique, je vais aller assez rapidement. Hein. J'imagine qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'anapathes dans la salle. Si, il y a des anapathes. Pardon, voilà, bravo. Donc effectivement, c'est assez classique. Il y a les gystes qu'on appelle fusiformes et les gystes qu'on appelle épidédioïdes. Des fois, il y a des mélanges qu'on appelle les gystes mixtes. Et puis des fois, il y a d'autres gystes un petit peu plus variés au niveau histologique, mais qui sont finalement assez rares. Ce qui est important, c'est que finalement, avant la découverte de Kitt, donc avant les années 2000, la plupart des gystes étaient classés parmi les leiomyomes ou leiomyosarcomes ou schwannomes, en gros étaient confondus avec d'autres tumeurs parce que ça peut ressembler beaucoup à d'autres tumeurs, et que finalement sans immunohistochimie, on ne pourra pas faire le diagnostic de gystes. Il faut toujours de l'immunohistochimie pour aller confirmer. La morphologie n'est pas suffisamment spécifique pour qu'on puisse confirmer un diagnostic. Et c'est pour ça que finalement la découverte du gène Kitt a été importante pour aller dans ce sens-là. Alors après, effectivement, il y a suivant les colorations, suivant les rétractions liées aux fixations, suivant etc., on peut avoir des aspects assez différents. Alors l'immunohistochimie est donc indispensable pour le diagnostic. Donc l'immunohistochimie avec Kitt, dans le temps on disait c'est Kitt, en fait c'est Kitt tout court. En fait l'avantage de cette immunohistochimie, c'est qu'on est très sûr de soi. Il y a certains marqueurs, vous avez vu probablement pour HER2, c'est toujours difficile, il y a eu beaucoup de campagnes pour des immunohistochimies correctement faites avec HER2, etc. Pour Kitt, c'est très simple parce qu'on a pratiquement toujours des témoins positifs internes, c'est-à-dire que dans les coupes, alors que ce soit dans la tumeur ou à côté, hein, dans la muqueuse digestive, on a pratiquement toujours des mastocytes. Et un mastocyte, ça exprime normalement Kitt. Donc quand on voit un mastocyte dans la tumeur, il suffit on dit l'anticorps a bien marché, je suis sûr, il n'y a pas de problème, et les cellules tumorales sont négatives. Donc habituellement, c'est une immunohistochimie qui est une interprétation assez simple et qui ne pose pas vraiment de problème. La plupart du temps, le marquage, il est également sain. Vous voyez, c'est marron, c'est positif, on ne se pose pas trop de questions. Des fois, c'est un peu plus compliqué par rapport au marron que vous aviez tout à l'heure. Des fois, c'est un marquage qui est plutôt membranaire, plutôt hétérogène. Et puis des fois, on a un marquage qui est plutôt en petit dot, en petit point intracytoplasmique qui correspond à l'appareil de Golgi. Et puis des fois, c'est un peu hétérogène et quand on est sur des microbiopsies, on peut ne pas avoir d'expression. Donc il y a effectivement quelques gystes qui sont authentiquement Kitt négatives. Et puis il y en a peut-être un peu plus qui sont Kitt faiblardes, hétérogènes. Et puis de temps en temps, certains collègues n'ont pas l'habitude de ces marquages un petit peu en point, qui sont pas très abondants, mais qui sont finalement beaucoup plus spécifiques qu'un marquage tout marron. Voilà. Donc globalement, les gystes sont positifs pour Kitt, avec parfois un petit peu de difficulté, et dans moins de 5% des cas, il y aura, notamment sur des microbiopsies, une difficulté à mettre en évidence. Il peut y avoir dans l'autre sens des faux marquages positifs, et donc des tumeurs où l'anticorps a été un peu trop forcé et qui vont être pas vraiment positifs pour Kitt, c'est uniquement parce que l'anticorps était trop fort, quoi. Donc il faut se méfier un peu dans l'autre sens. Et puis il y a un second marqueur qui a été découvert dans un second temps, en fait, qui est un pur produit du progrès de la biologie moléculaire. Alors DOG, ça n'a rien à voir avec les chiens, c'est Discovered on Gist. En fait, c'était des analyses par transcriptome qui ont mis en évidence cette protéine
dont le rôle était complètement inconnu. Et puis un anticorps a été fait contre cette protéine et il se trouve qu'il est extrêmement intéressant pour le diagnostic de gystes. Là aussi, plus de 95% des gystes sont positifs avec DOG. Et dans les recommandations en France, c'est de faire ces 2 anticorps, KIT et DOG1, pour confirmer un diagnostic. Dans de rares cas, on va avoir un des 2 marqueurs qu'on n'arrive pas à mettre en évidence. Et puis dans d'exceptionnels cas, et je crois que le 2,6 est beaucoup trop élevé, on aura les 2 marqueurs négatifs. Dans ces cas-là, s'il n'y a pas la biologie moléculaire qui va avec, méfiez-vous quand même beaucoup et redemandez avec insistance à votre pathologiste s'il en est vraiment sûr, quoi. C'est quand même vraiment des choses qui sont assez fiables, ces anticorps. Alors, les diagnostics différentiels, il y en a, bien sûr, hein, dans la localisation où sont les gystes. Je les ai mis à peu près dans l'ordre, grosso modo, de ce qu'on peut voir quand on revoit systématiquement les cas et qu'on reçoit des cas de relecture. Les tumeurs desmoïdes intra-abdominales, c'est effectivement un diagnostic qui n'est pas toujours facile. Les radiologues, des fois, voient des tumeurs assez bien limitées, alors qu'on imagine que c'est des tumeurs très infiltrantes. Et donc, ça peut passer comme ça. Nous, quand on les reçoit, elles ont assez souvent, quand elles sont opérées, elles ont aussi l'impression, comme ça, globalement, qu'elles sont assez bien limitées, mais en pratique, histologiquement, non, elles ne le sont pas. Parfois, quand l'anticorps anti-KIT est un peu trop dosé, hein, quand l'anticorps est trop concentré, effectivement, il peut y avoir une fausse expression de KIT dans ces tumeurs. Donc, c'est un diagnostic qui est parmi les plus fréquents et pas toujours facile quand l'anticorps est trop concentré. Polyfibroïde inflammatoire, c'est plutôt à développement interne, hein, c'est plutôt sous forme polypoïde vers la lumière, mais bon, c'est pareil, c'est un diagnostic différentiel qui n'est pas toujours... bon, c'est vraiment KIT négatif, là, il n'y a pas de problème. Les léomyosarcomes, bon, effectivement, ça peut arriver. Il y a un diagnostic, je passe tout de suite là, les métastases de mélanome, méfiez-vous, ça existe dans le grêle. Des patients qui avaient un mélanome inconnu ou connu. Le mélanome, dans à peu près un tiers des cas, il peut être positif pour KIT. Donc c'est un vrai marquage de KIT que vous allez avoir. Une tumeur qui va être comme les gystes et comme les mélanomes souvent fusiforme. Et donc une tumeur du grêle fusiforme avec une expression de KIT, on peut assez facilement se faire avoir avec une métastase de mélanome. Faut l'avoir en tête quand même. C'est une des raisons pour lesquelles DOG1 était quand même important comme garde-fou par rapport à ça. Bon, schwannome, là, il y a le diagnostic avec la protéine 100 peut être récupéré, et puis les autres. Moi, j'en ai reçu 3-4 quand même, des bonnes métastases isolées de mélanome d'il y a 2 ans ou d'il y a 10 ans. Oui, ils peuvent être achromiques. Mais non, ça, oui. Non, je suis d'accord, en général, un truc bien noir. Mais globalement, non, j'en ai vu des vrais qui étaient des vraies bonnes erreurs, j'allais dire justifiées, parce que c'était vraiment c'était non pigmenté, c'était fusiforme et c'était KIT positif. Donc voilà, DOG1 normalement, puisque on considère que c'est obligatoire en France, devrait éviter ce genre d'erreur. Alors après, il y a des formes particulières de gystes qui sont les prédispositions familiales. Alors les patients avec des neurofibromatoses sur des séries autopsiques, on peut dire qu'à peu près 10% des patients avec neurofibromatoses vont faire des gystes. Ce qui peut être important par rapport à des chirurgiens, c'est que d'abord les gystes dans les neurofibromatoses sont pratiquement toujours sur le grêle et qu'elles sont souvent multiples. C'est-à-dire que vous pouvez être en train d'opérer une gyste du grêle et puis pendant l'intervention, vous voyez d'autres petits nodules et vous dites « Ah, c'est une sarcomatose, pas de chance ». Non, les nodules sont sur le grêle et ils sont dispersés sur le long du grêle. Et donc, effectivement, c'est presque banal dans une neurofibromatose. Vous allez sur une grosse tumeur et vous en découvrez d'autres. Ce n'est pas des métastases, c'est peut-être d'autres nodules de gyste dans le cadre de cette neurofibromatose. Après, dans des gystes multiples du grêle, mais ça c'est absolument rarissime, c'est les mutations germinales de KIT. Alors c'est intéressant au niveau histologique. Vous voyez ici, c'est un marquage avec KIT sur la muqueuse du grêle est ici. Et vous voyez au niveau où sont situées normalement les cellules de Cajal, il y a une espèce de troisième couche de musculeuse. C'est une hyperplasie énorme des cellules de Cajal. Il y en a beaucoup trop ici. Puis c'est des patients qui ont des anomalies, des petites antigines. Enfin, il y a un certain nombre de choses, mais c'est vraiment rarissime. Ce qui est peut-être plus fréquent et sur lesquels il faut quand même penser, c'est ces gystes SDHB négatifs, alors Stratakis carnet, etc. Mais c'est SDHB qui compte. Et ça, dans les recommandations actuelles, je ne sais plus si mes diapos après y reviennent dessus, mais bon, autant le dire à un moment. Chez les patients qui ont des gystes et qui n'ont pas de mutation de KIT ou PDGFRA, il faut faire un marquage SDHB, c'est dans les recommandations françaises et européennes, etc. Parce que finalement, ce n'est pas si exceptionnel que ça. C'est plus souvent des sujets jeunes, un peu plus fréquents chez la femme, c'est plus souvent l'estomac. Pourquoi c'est important? Pour deux choses. D'une part, c'est les seuls gystes, normalement, qui peuvent donner des métastases ganglionnaires.
et qui peuvent donner des métastases dans à peu près 20-30% des cas. Donc c'est pas anodin. Et donc ces gystes gastriques du sujet jeune, il va falloir discuter effectivement, ou au minimum surveiller ces ganglions si vous ne les avez pas enlevés dans un premier temps. Donc ça a cet intérêt par rapport au risque ganglionnaire. Et puis le deuxième point, c'est que ces gystes SDHB, il y a à peu près un tiers qui sont des formes familiales. Et donc ça va être une indication à une consultation d'oncogénétique, à essayer de voir s'il y avait d'autres anomalies associées, s'il y a des choses dans la famille, etc. Donc toutes les gystes qui sont non mutés pour KIT PDGFRA, le marquage SDHB et dans les recommandations, il faut le faire. Et une perte d'expression, c'est d'une part un risque ganglionnaire et d'autre part une consultation d'oncogénétique recommandée. Donc c'est un point à garder en tête, puisque sinon il n'y a pas de gystes dans les ganglions. Alors l'évolution des gystes, je vous ai dit, il y en a 10% qui sont métastatiques au diagnostic. Il y a la notion de risque métastatique, je vais y revenir. Les métastases, je vous l'ai dit, c'est essentiellement le péritoine, vous avez un exemple, et le foie. Et puis globalement, la prise en charge des gystes, c'est quand même pas mal amélioré, mais globalement, il y a sur un gyste diagnostiqué initialement, donc 10% déjà métastatiques, il y en a quand même peut-être 30% à peu près qui vont évoluer vers un stade métastatique, donc il y a un risque quand même non négligeable. Alors quel est ce risque, l'évaluation de ce risque métastatique? Il y a eu beaucoup de publications sur les classifications des scores, des nomogrammes. Il continue à y en avoir d'ailleurs, pourtant c'est plus trop la mode. Mais ce qui est important à retenir, il y en a qui sont plus utilisés que d'autres. Il y a Mitinon, il y a Jeunsu, mais globalement ce qui va compter, ça va être la rupture tumorale. Et il y a un papier récent qui est pas inintéressant sur cette rupture tumorale parce qu'il y a rupture et rupture. Et donc effectivement entre un peu de sang dans le liquide péritonéal sans évidence de rupture absolue, et puis une franche invasion d'un organe de voisinage, et puis une franche explosion de la tumeur dans le péritoine, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes ruptures, et donc peut-être qu'il faudrait les préciser un petit peu mieux, et donc au niveau chirurgical d'une part et anapathe d'autre part, il faudrait penser à les définir peut-être éventuellement selon ces critères assez bien décrits. Après, il y a, par rapport au compte-rendu que vous recevez d'anapathe, des fois, ça vous énerve un petit peu quand l'anapathe vous dit tumeur, rupture. Effectivement, vous avez opéré en célioscopie, la tumeur était énorme, elle ne sortait pas, vous l'avez fragmentée dans le sac. N'hésitez pas à le dire à l'anapathe, sinon, effectivement, dans le compte-rendu, il y a marqué tumeur reçue, fragmentée. On répond, on dit ce qu'on voit, quoi. Donc, il faut effectivement pas confondre une rupture dans un sac de célioscopie ou ailleurs. La localisation, c'est un marqueur pronostic, effectivement. L'estomac est un meilleur pronostic. Le rectum est un plus mauvais pronostic. En gros, plus on descend, plus c'est mauvais. La taille, là encore, c'est peut-être plutôt pour les pathologistes, mais effectivement, dans la plupart des classifications, scores, nomogrammes, c'est effectivement par rapport à des entités, enfin des unités. Alors, il y a 2, 5, 10 cm. Ça n'existe pas une gyste de 5 cm, elle fait 4,9 ou 5,1, mais quand un anapathe vous répond 5 cm, vous allez regarder est-ce que c'était inférieur ou égal dans la classification. C'est très casse-pied. Donc effectivement, moi je dis aux anapathes, évitez les 5 cm, dites 4,9 ou 5,1, ça sera plus simple pour tout le monde. Même chose pour 10, c'est quand même beaucoup plus facile, même si c'est un peu arbitraire, ces choses comme ça, là, coupées au couteau, mais bon, c'est comme ça. Et puis l'index mitotique, c'est vraiment important. Il y a eu pendant je dirais depuis l'an 2000, pratiquement, la grande majorité des comptes rendus étaient faux, pratiquement. L'index mitotique, c'est par 5 mm². Mitinon l'avait bien dit dans ses premières publications, et malheureusement, il l'avait mis tout petit dans les matériels et méthodes, personne ne les a lus, mais ça se compte par 5 mm², c'est pas par 50 champs. Et il y a moins maintenant d'erreurs, mais il y a encore quelques comptes rendus. Soyez vigilants, il y a encore quelques comptes rendus où les collègues ont compté par 50 champs, ce qui ne doit pas être fait, puisqu'il y a un risque de surestimation du risque mitotique. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire de champs et de millimètres carrés? C'est que les vieux microscopes, comme vous en voyez ici, avaient des champs beaucoup plus petits, et donc 50 champs, ça faisait une petite surface, alors que les microscopes récents, 5 mm², c'est plutôt entre 20 et 25 champs. Donc c'est moitié moins de mitose que sur 50 champs. Et donc quand vous avez un patient avec 6 mitoses pour 50 champs, ça ferait grosso modo 3 mitoses seulement. Et donc ça pourrait, notamment pour une gyste gastrique, passer d'un risque élevé à un risque faible. Donc pas de traitement. Donc ça peut coûter des sous, on va y revenir.
Et puis la nécrose dans tous les sarcomes, c'est important, hein, ça a été dans les façons de travailler sur les sarcomes, c'était ça. Et avant qu'on sache reconnaître les gystes, hein, d'ailleurs, les gystes étaient confondus avec des léomyosarcomes, c'était également un élément pronostic. Alors on en avait parlé déjà il y a longtemps, mais c'est revenu récemment sur une méta-analyse là, de cette année. Effectivement, la nécrose, je pense que les collègues doivent signaler s'il y a oui ou non de la nécrose. C'est pas intégré dans les scores, mais c'est comme dans tout sarcome un élément qu'on doit prendre en compte. S'il y a de la nécrose, c'est un plus mauvais pronostic. Alors sur la relecture centralisée, sur le compte mitotique, voilà, ça c'est une étude qu'on a fait sur une dizaine d'années, hein, sur les gystes qu'on avait reçus en relecture. Et donc parmi à peu près 1400 gystes, il y en avait à peu près la moitié dans lesquels le risque évalué selon Mitinen dépendait du nombre de mitoses. Parce que tu entends quand c'est une gyste intestinale de plus de 10 cm, on se moque des mitoses, de toute façon elle est à risque élevé. Hein, y a pas de... Donc quand on regarde parmi les gystes reçus, celles pour lesquelles le compte mitotique va effectivement influencer sur le risque de récidive et donc potentiellement l'indication de traitement adjuvant derrière, eh ben, on se rend compte qu'on avait à peu près 10% de cas pour lesquels on a reclassé le risque. Et reclasser le risque, en général, on le fait en descendant, c'est-à-dire qu'il y a eu une surestimation du nombre de mitoses. Vous voyez, ça c'était des risques élevés considérés initialement, et vous voyez qu'il y en a qui sont passés à risque faible, c'est en vert ici, et puis il y en a qui sont, c'est des pourcentages, hein, et il y en a qui sont passés à risque modéré que certains oncologues ne vont pas traiter. Les risques faibles, je crois que personne ne va les traiter. Et puis pour des tumeurs qui étaient à risque modéré, que certains oncologues vont traiter avec un traitement adjuvant, vous voyez qu'il y en avait une partie qui était passée en risque faible. Donc finalement, quand on fait une relecture centralisée, on a un certain nombre de cas pour lesquels le compte mitotique revu et discuté. Alors, ça peut être lié à différents éléments. Ça peut être que le bloc que le collègue m'a envoyé n'était pas le bon, parce que ça peut être hétérogène sur une tumeur. Donc si on m'a envoyé le bloc où il y avait moins de mitoses, effectivement, je vais voir moins de mitoses. Mais dans ces cas-là, on discute, on revoit, etc. Mais au minimum, ça justifie de revoir le compte mitotique sur l'ensemble des blocs qui avaient été faits pour effectivement s'assurer ça. Parce que potentiellement, ça a quand même un impact non négligeable. Si on compte le coût d'une relecture centralisée, en gros, je vous ai dit à peu près 1 millier de gystes pour lesquels il y a un intérêt, c'est-à-dire que ce n'est pas des microgistes, disons plus de 1 ou 2 cm, donc à peu près 1 millier de relectures par an en France, qui est l'incidence des gystes. Le coût de la relecture dans ces cas-là, ça a été évalué, combien coûte une relecture anapathe, ça ferait ça. Allez, je vous offre le NGS, c'est pas très cher, allez, je vous fais un peu de biologie moléculaire gratuitement, et là-dedans, vous auriez, suivant que vous traitez ou non les patients avec un risque modéré ou pas, si vous traitez que les sévères ou pas, et puis le coût, là on a fait que le coût du médicament, traitement par le Glivec, on n'a pas pris en compte, hein, on n'a pas fait intervenir des médico-économistes qui diraient que quand on traite par le Glivec, on fait peut-être plus d'analyses supplémentaires, etc. Mais rien que ça vous ferait 3 ou 4 millions d'économies par an si effectivement on recomptait correctement les mitoses dans les gystes. Vous comprenez pourquoi la Sécu nous paye des microscopes en or, hein, effectivement ça vaut le coup, il y a de quoi. Donc par rapport à la relecture centralisée des sarcomes en France, il y a finalement très peu d'erreurs sur les gystes, hein, c'est les lésions sur lesquelles il y a pratiquement le moins d'erreurs dans les sarcomes, dans la relecture systématique. Par contre, pour l'histologie, je crois que c'est à peu près 1% d'erreurs, mais par contre, il y a beaucoup plus de reclassement en ce qui concerne le compte mitotique, et ça a également un impact économique non négligeable. Alors j'en arrive à la pathologie moléculaire des gystes. Oui, j'ai un peu traîné. Donc les anomalies moléculaires dans les gystes, je vais aller un peu plus vite. Il y a le gène KIT, hein, effectivement, il est surexprimé, mais il est également fréquemment muté. Il y a son petit cousin, qui est le PDGFRA, qui est donc juste à côté de KIT, hein, en termes de famille de gènes. SDHB, vous voyez que c'est pas négligeable quand même, hein, donc ça vaut le coup d'aller s'y intéresser. Enfin, la famille SDH, hein, il y a A, B, C, etc. Mais bon, SDHB en immunohistochimie suffit pour aller dans cet aspect-là. Les NF1, dans les gystes familiales, c'est les principaux, mais en pratique, c'est quand même relativement peu fréquent. Les mutations de BRAF, elles sont également assez rares, et puis après, on verra un petit peu de choses plus confidentielles. Alors, les mutations de KIT, ce qu'il faut retenir, c'est que, donc, effectivement, sur 2 gènes, et puis on les classe suivant leur localisation. Pourquoi ? Parce que ça a un intérêt par rapport à la façon de traiter les patients après. Donc, KIT, il y a des exons 9, 11, 13, 17.
rarement d'autres. Et puis PDGFRA, il y a l'exon 12, 14, 18 et rarement d'autres. Et en termes de fréquence, vous voyez que l'exon 11 de KIT, c'est le plus fréquent. C'est la mutation, on va le voir, qui est la mutation de réponse sans problème à l'imatinib. La mutation sur PDGFRA, exon 18, arrive en deuxième position. Et parmi ces mutations sur PDGFRA, certaines, à peu près la moitié, sont des mutations de résistance à l'imatinib, donc ça serait important de les avoir. Et puis les mutations de l'exon 9 de KIT arrivent en troisième position, et ces mutations sont des mutations qui nécessitent une dose plus élevée d'imatinib, elles sont un peu moins sensibles à l'imatinib, donc il y a un intérêt de les voir. Donc le tiercé gagnant, c'est le 11, 18 et le 9 qui vont vous intéresser. Pour continuer sur PDGFRA, en fait, il y a des formes anatomocliniques. C'est sûr que les PDGFRA, c'est pratiquement toujours des gystes gastriques. Les mutations de l'exon 9 de KIT, c'est pratiquement jamais de l'estomac. C'est assez fréquent dans le grêle et c'est encore plus fréquent dans le rectum. Et puis, bien sûr, les gystes non mutés, et ça, je vous en ai déjà parlé, je vais un peu plus vite. Pour ce qui est des mutations, on ne va pas rentrer dans le détail de comment les rechercher, les choses évoluent en biologie moléculaire, mais ce qui est important, c'est qu'elles peuvent, dans la majorité des cas, se détecter sur des prélèvements qui ont été fixés. La congélation, c'est bien, c'est vrai qu'on l'a très longtemps conseillé, quand on peut, c'est le luxe et c'est très bien, mais on peut quand même néanmoins le faire sur des prélèvements fixés, et même sur des petits prélèvements. Vous voyez, sur ces biopsies gastriques, en général, c'est pas très pratique, les biopsies gastriques pour les gystes, c'est trop profond, on répond non contributif, on répond muqueuse normale. Mais bon, il arrive que quand même de temps en temps, il y ait des petits morceaux. Et vous voyez ce petit morceau de 1 mm, on l'a prélevé sur le bloc, on fait la coupe après pour vérifier qu'on l'avait bien prélevé, il n'y est plus. Et avec ce petit morceau de 1 mm, on peut effectivement, on avait d'abord fait l'histologie, on avait fait l'immunohistochimie indispensable, et dessus, on a pu faire la biologie moléculaire à l'ancienne avec une séquence Sanger. Et vous voyez ici, ça marche. Même pour 1 mm de biopsie, ça marche. Quand ça a été correctement fixé et correctement pris en charge et pas débité par le collègue pour avoir des niveaux, etc., parce qu'il faut quand même un peu de matériel. Donc c'est faisable, y compris sur des petits prélèvements, s'ils ont été correctement fixés et préservés, c'est-à-dire pas trop débités. Après, est-ce qu'il y a d'autres mutations? Oui, il y a eu occasionnellement des publications. Alors, c'est marrant parce que cette diapo, je l'avais faite il y a 3 ans, je crois. Et à l'époque, ça n'avait aucun intérêt. Maintenant, peut-être un peu plus, puisqu'effectivement, vous savez qu'il y a possibilité de traiter ces patients. Donc, voilà, trouver d'autres anomalies dans les gystes, ça peut avoir un intérêt éventuellement. Cette diapo n'avait pas d'intérêt il y a 3 ans, mais là, en la recyclant, finalement, on pourrait se dire qu'on pourrait traiter le patient. Après, il y a d'autres anomalies moléculaires dans les gystes. Il y a des altérations importantes chromosomiques pour lesquelles il y a différentes façons de les mettre en évidence. Mais retenez que les gystes, notamment quand elles évoluent, quand elles sont assez évoluées, c'est des tumeurs qui vont avoir des échanges de bras chromosomiques, des grosses altérations à large échelle. C'est des morceaux entiers de chromosomes qui vont disparaître et que potentiellement, ces grosses anomalies chromosomiques sont associées au pronostic et permettrait potentiellement d'aller un peu plus loin que l'histologie sur le risque intermédiaire sur lequel on est toujours embêté. Un risque intermédiaire, est-ce qu'il faut un adjuvant, est-ce qu'il ne faut pas d'adjuvant? Si on a des altérations moléculaires en plus, ça peut avoir un intérêt pour le prendre en charge. Donc globalement, quelles sont les recommandations pour rechercher des mutations dans les gystes? Je vais aller un peu plus vite, à peu près sur toutes les gystes. Pourquoi? Parce que ça a un intérêt pour le diagnostic, quand on hésite par rapport au diagnostic, sur un petit prélèvement, une expression très faible de KIT, etc. Donc aller dire, il y a une mutation, ok, on confirme le diagnostic. Ça a un intérêt pronostic, je vais vous montrer quelques courbes rapidement, mais effectivement, il y a des mutations qui ont un intérêt pronostic. C'est un intérêt theranostique pour traiter les patients. Donc globalement, dans à peu près toutes les indications, une gyste, disons plus de 2 cm, c'est normal d'aller chercher les mutations, même si effectivement c'est cher. C'est normal d'aller les chercher parce que derrière, ça va permettre d'avancer là-dessus. Et puis, ça a un intérêt aussi parce que quand c'est négatif, vous allez chercher SDHB et potentiellement, vous verrez un risque ganglionnaire et un risque familial également avec un conseil génétique. Alors, l'intérêt pronostic, vous voyez ici, dans cette étude, on avait comparé les mutations de PDGFRA, de KIT, etc. Et vous voyez que les courbes de survie, il y a pas mal de patients, ne sont pas les mêmes suivant le type de mutation. Donc, effectivement, ça confirme que ça a bien un intérêt pronostic.
Là encore, c'est la même chose, hein. Est-ce que ça a un intérêt pour néoadjuvant? Probablement, si vous avez la réponse suffisamment rapidement, que c'est une grosse tumeur chirurgicalement difficile, tu commenteras probablement, hein, mais s'il y a une mutation de KIT, de l'exon 11 de KIT, c'est sûr que le patient va répondre au traitement par l'imatinib. Donc potentiellement, il y a des chances raisonnables d'avoir une décroissance de la tumeur. Par contre, si vous avez une mutation PDGFRA des 842V, il ne répondra pas. Donc faut pas faire un traitement néoadjuvant. Et si vous avez une mutation d'exon 9, c'est peut-être plus discutable, elles sont plus agressives. Et, bon. Pour les gystes métastatiques, clairement, il y a un intérêt, hein. Les exons 11, j'ai passé vite, mais répondent au traitement. Les mutations de l'exon 9, il faut rapidement avoir les résultats rapidement et rapidement passer à une dose double si elle est supportée. Et puis PDGFRA, on sait que les mutations D842V sont résistantes. Alors ne faites pas un amalgame, c'est pas toutes les mutations PDGFRA qui sont résistantes, c'est à peu près un tiers à la moitié d'entre elles, celles D842V et puis de rares autres, hein, mais globalement retenez D842V effectivement résistantes. Les autres globalement, de toute façon dans le compte rendu on vous le dit, les autres normalement sont sensibles, hein, n'allez pas priver un patient de traitement éventuel. Après, effectivement, sur l'évolution à long terme aussi, il y a un intérêt. Donc, après, il y a quelques mutations moins fréquentes. Celle-là, elle n'est pas si exceptionnelle que ça. Mais normalement, elle répond normalement pas trop mal. Les patients avec des mutations de l'exon 13 sont normalement aussi des bons répondeurs. Et pour l'exon 17, c'est un peu plus. Mais c'est des mutations vraiment qui deviennent rares. Et donc, on est vraiment dans des choses très spécialisées. Je pense que ce n'est pas forcément des choses importantes à retenir. Après, à quel niveau de recommandation on est pour ces choses-là? Pour le métastatique, oui, bien sûr, c'est indispensable. Il faut une recherche de mutation pour chercher dans d'autres indications. Voilà, vous pouvez toujours discuter. Et puis quand on compare les recommandations et la vraie vie, vous voyez que la vraie vie, alors que c'est recommandé dans tous les cas, c'est pas forcément pratiqué dans tous les cas, mais ça on sait, c'est un peu souvent le cas dans la prise en charge des patients avec tumeur. Les recommandations, elles sont pas toujours lues. Réponse sunitinib, pas grand-chose. Et puis pour finir, qu'est-ce qu'il y a comme pour rentrer chez soi? La relecture histologique, ça a toujours un intérêt. C'est comme les deux pilotes dans l'avion. C'est mieux d'avoir deux anapathes qui travaillent séparément et qui font un peu un check-up de ce qu'a fait l'autre. Et donc, ça, pour les gystes, il y a moins d'erreurs sur le type histologique, hein, des gystes, mais par contre, il y a plus d'erreurs sur le compte mitotique avec donc une incidence importante sur le traitement adjuvant. Et encore, j'ai pris que 3 ans pour adjuvant, pas 5. Pour le côté moléculaire, c'est recommandé dans toutes les gystes de plus de 2 cm et au minimum, je dirais, tous les patients qui vont recevoir une thérapie ciblée, ça paraît indispensable. L'immunohistochimie avec SDHB, c'est effectivement un élément important pour les gystes non mutés. Et puis après, il y a les biomarqueurs potentiellement d'instabilité génétique et je crois que ça s'arrête là.